Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le doux vrombissement du moteur de la voiture de Sylvia s'éteignit alors qu'elle se garait dans l'allée de la maison qu'elle avait autrefois appelée son sanctuaire. La lumière du porche était allumée, mais la chaleur qui l'accueillait jadis ne s'y attardait plus. Elle ajusta le col de son blazer beige, attrapa son sac d'ordinateur sur le siège passager et entra dans le hall. Il était déjà plus de 21h30. La réunion avec le client s'était prolongée, mais Clifford le savait. Pourtant, quand elle entra, il n'y eut aucun bon retour, aucun baiser sur la joue, pas même un regard. Clifford était assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision, la lumière de l'écran se reflétant sur son visage inexpressif. La voix du présentateur des nouvelles résonnait dans le salon, mais le silence entre mari et femme était plus assourdissant. Sylvia posa doucement ses clés sur la table d'appoint, jeta un coup d'œil vers la salle à manger et remarqua une assiette couverte. Pas de mots. Pas de questions sur le déroulement de la réunion. Juste une offrande silencieuse, comme pour dire « Tiens, mange », puis disparaît. Elle s'assit seule à table, retira le couvercle de l'assiette et tenta d'avaler quelques bouchées du riz et du poulet maintenant froid. Le cliquetis de sa fourchette contre l'assiette en porcelaine était le seul bruit dans la maison. Elle ne demanda pas à Clifford de la rejoindre. Elle ne lui demanda même pas pourquoi il n'avait pas appelé. À quoi bon? Au cours de la dernière année, leur conversation s'était réduite à des grognements et des roulements d'yeux. Les mots étaient devenus des chants de mine, et le silence était devenu une question de survie. « Tu es en retard », marmonna finalement Clifford sans la regarder. « La réunion a duré plus longtemps que prévu », répondit doucement Sylvia, observant son visage en quête de la moindre lueur d'émotion. Rien ne vint. Il se leva brusquement et monta à l'étage, la laissant à table avec une bouchée de nourriture dans la bouche et le cœur rempli de questions. Sylvia posa sa fourchette, l'appétit coupé. Ce n'était pas seulement de la distance. C'était de l'effacement, comme si elle devenait invisible dans son propre mariage. Le samedi matin n'apporta aucun soulagement. La maison était silencieuse, mais lourde de tension. Sylvia se tenait au comptoir de la cuisine, coupant des mangues pour le petit déjeuner tandis que Clifford faisait défiler sans fin son téléphone, assis à quelques mètres de là. « Je pensais que nous allions voir ta nièce aujourd'hui, » dit Sylvia nonchalamment, en posant une assiette sur la table. « Tu ne m'as jamais dit à quelle heure. » Clifford ne leva même pas les yeux. « Pourquoi me rappelles-tu toujours des choses que je sais déjà » lança-t-il. Sylvia cligna des yeux, confuse par cette soudaine agressivité. « Je ne faisais que demander. »« Tu parles tout le temps, Sylvia. »« Tout le temps. » C'est épuisant, la coupa-t-il. Son ton n'était pas fort, mais il était assez tranchant pour faire saigner. Sylvia s'assit lentement, la douleur s'enfonçant dans ses côtes. « Alors maintenant, je suis trop haut parce que je veux être impliquée, demanda-t-elle. « Non, tu ne sais juste pas quand la fermer. » Les mots la piquèrent si profondément qu'elle détourna le regard, ravalant la boule qui lui montait à la gorge. Ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose de cruel, mais cette fois, cela s'installa dans ses os comme du givre. La dispute dégénéra, entraînant de petits problèmes sans rapport en son centre comme une tornade. « Tu n'étais pas comme ça avant » marmonna Clifford. « Avant quoi » demanda Sylvia, la voix tremblante. « Avant que je ne t'épouse. Tu étais plus calme, plus douce. Maintenant, tout est un débat. » Il s'en alla, la laissant le regarder partir, blessé. Cette nuit-là, ils ne partagèrent pas la même chambre. Sylvia resta dans la chambre d'amis, recroquevillée sur le bord du lit comme une enfant se cachant du tonnerre. Ses yeux scrutaient le plafond, sec et brûlant, trop fatigué pour pleurer. Elle se souvint de leurs premières années, comment Clifford l'appelait sa voix préférée, comment il aimait sa perspicacité, son rire, son énergie débordante. Maintenant, il voulait le silence. Et pour la première fois, Sylvia se demanda si elle devenait lentement la version d'elle-même qu'il avait créée, muette, pleine de doutes et endolorie. Elle ne lui parla pas le lendemain matin. Lui non plus. Mais l'écho de « la fermer » flottait dans l'air, empoisonnant tout ce qui suivit. 2 semaines plus tard, Sylvia était assise en face de Maggie dans un restaurant tranquille, niché dans un coin de la ville.
Le chaud soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, adoucissant les ombres sous les yeux de Sylvia. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu as l'air fatigué », dit Maggie en remuant doucement son thé. « Le travail a été très prenant », répondit Sylvia. « Et la maison ?» demanda Maggie. Il y eut une longue pause. Sylvia baissa les yeux sur son assiette, poussant un morceau de laitue avec sa fourchette. « Ça va. » Maggie ne parla pas tout de suite. Elle observait simplement son amie avec ce regard intuitif qu'elle avait toujours eu. « Vraiment ? Ou es-tu simplement devenu doué pour cacher à quel point ça ne va pas ?» Sylvia soupira et se pencha en arrière, posant sa tête sur le coussin derrière elle. « Parfois, j'ai l'impression d'être trop. Comme s'il voulait juste que je me taise. Et peut-être que je devrais. » Maggie se redressa. « Toi ? Trop ? Sylvia. Tu es faite pour remplir les pièces. Tu te fais toute petite, et il dit encore que tu es trop bruyante ? Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'effacement. » Sylvia ne voulait pas pleurer, surtout pas en public. Mais les mots de Maggie touchaient une blessure qu'elle n'avait pas encore pleinement admise. Il dit que je parle trop, que je me dispute, que je le mets dans l'embarras. Maggie tendit la main sur la table et prit la sienne. « Et qu'est-ce que tu réponds à ça ?» Sylvia hésita. « Certains jours, je me demande si je suis le problème. »« Tu ne le es pas, » dit fermement Maggie. « Le mariage est difficile, mais tu ne peux pas être la seule à te briser en morceaux juste pour le maintenir. » Sylvia regarda par la fenêtre, un silence s'installant entre elles, mais pas un silence vide. C'était le genre de silence qui avait du poids. Elle ne répondit pas car, au fond d'elle, elle était d'accord. Pour le reste du déjeuner, Maggie maintint la conversation légère, mais l'esprit de Sylvia restait dans l'ombre de sa maison. Cette nuit-là, de retour dans la chambre d'amis, Sylvia ouvrit son journal pour la première fois depuis des mois et n'écrivit qu'une seule phrase, « Quand ai-je cessé de me reconnaître ?» Le dîner avait été prévu des semaines à l'avance, une réunion informelle des amis et associés de Clifford dans un salon sur un toit-terrasse. Sylvia portait une robe émeraude ajustée, son maquillage subtil, ses cheveux tirés en un chignon élégant. Elle était posée, souriante et courtoise, jusqu'à ce que Clifford fasse d'elle le clou de la soirée. Alors que le groupe riait autour d'un verre, il leva son verre et dit avec un sourire narquois, « Sylvia a toujours quelque chose à dire. Elle ferait de la concurrence à la radio. » Des rires suivirent, pas tous cruels, mais aucun réconfortant. Sylvia sentit sa colonne vertébrale se raidir, son sourire vaciller. « Fais attention, dit-elle légèrement, je pourrais commencer à facturer le temps d'antenne. » Quelques-uns ricanèrent, mais pas Clifford. Il lui lança un regard qu'elle ne connaissait que trop bien, un avertissement silencieux, froid. Sur le chemin du retour, le silence était plus glacial que l'air de la nuit. « Pourquoi as-tu dit ça ?» demanda finalement Sylvia. Clifford garda les yeux sur la route. « C'était une blague. Tu rends tout dramatique. »« Parce que j'en ai marre d'être la blague, » dit-elle. « Tu m'as mis dans l'embarras devant tout le monde, » ricana-t-il. « Tu te débrouilles très bien toute seule pour ça. » Cette nuit-là, Sylvia pleura silencieusement dans la salle de bain en se brossant les dents. Le bruit de l'eau couvrait ses sanglots. Elle regarda son reflet, son maquillage impeccable maintenant strié de larmes, et murmura, « Qu'est-ce qu'il reste de moi ?» Se glissant dans la chambre d'amis, elle se recroquevilla à nouveau, ses pensées tourbillonnant. Elle se souvint comment Clifford se vantait de son intelligence. Maintenant, il en faisait une arme. Elle se souvint comment il l'avait autrefois appelée sa muse. Maintenant, elle était son fardeau. Personne ne frappa à sa porte. Pas d'excuses. Pas de nouvelles. Rien. Juste le bourdonnement constant du climatiseur et la prise de conscience croissante que ce n'était pas une phase. C'était une habitude. Cette nuit-là, elle n'écrivit pas dans son journal. Elle ne trouvait pas les mots. Au lieu de cela, elle resta éveillée, se demandant comment l'amour avait pu se transformer en cela. Comment les louanges s'étaient muées en moquerie, et avec quelle facilité Clifford avait pu réécrire son intelligence en agacement. Et le pire ? Elle avait commencé à le croire. Rosa arriva un jeudi soir pluvieux, une valise à la main et de l'inquiétude dans les yeux. Sylvia accueillit sa sœur avec une douce étreinte et un sourire sans conviction, masquant le tumulte qu'elle était devenue experte à cacher. « Tu as maigri », remarqua Rosa en retirant son écharpe. « J'ai été occupée », répondit Sylvia, balayant le commentaire.
La maison sentait les bougies à la vanille et les sols fraîchement nettoyés. Mais il y avait un froid émotionnel qui ne pouvait être masqué. Pendant le dîner, Clifford fut exceptionnellement poli, offrant du vin à Rosa et engageant une conversation superficielle. Sylvia l'observait attentivement, notant avec quelle facilité il pouvait se montrer charmant avec quelqu'un qui ne vivait pas avec lui. Rosa remarqua aussi la dynamique, la politesse forcée, le manque de contact visuel entre mari et femme, et la façon dont Sylvia parlait à peine à moins qu'on ne s'adresse à elle. Après que Clifford se soit excusé, Rosa se tourna vers sa sœur. « Tu es devenue silencieuse, dit-elle doucement. Sylvia haussa les épaules. « C'est plus facile comme ça. » Les sourcils de Rosa se froncèrent. « Depuis quand le silence est-il devenu ton armure ?» Le lendemain, pendant que Clifford était au travail, Rosa s'assit en face de Sylvia sur le sol de la chambre, triant le linge. « Tu sais que je le vois, n'est-ce pas ?» dit Rosa en pliant une chemise. « La façon dont tu sursautes quand il entre dans la pièce. La façon dont tu retiens ta respiration. » Sylvia s'arrêta, les mains figées en plein pliage. « Il n'est pas violent, Rosa. Il n'aime juste pas les conflits. » Rosa haussa un sourcil. « Et qui décide de ce qui est un conflit ? Lui. Parce que toi, demandant le respect, ce n'est pas la guerre, Syl. » Sylvia s'assit, des larmes piquant au coin de ses yeux. « Je ne me reconnais même plus. » Rosa tendit la main et serra la sienne. Les mots peuvent blesser plus profondément que les poings, et certaines blessures ne guérissent pas. Tu penses que parce qu'il n'a pas levé la main, il n'a pas causé de dégâts. Sylvia ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était la plus bruyante des confessions. Rosa resta 2 nuits de plus. Avant de partir, elle serra sa sœur fort dans ses bras et murmura « Ne laisse pas l'amour te convaincre de disparaître. » Sylvia resta près de la porte longtemps après le départ de Rosa, le cœur lourd, les mots de sa sœur se gravant dans son âme. Cela commença par de subtiles réécritures de la mémoire. Clifford disait qu'elle ne lui avait jamais dit des choses qu'elle se souvenait clairement lui avoir dites. Quand elle remettait en question ses actions, il la traitait de paranoïaque. « Tu déformes tout », lui dit-il un matin après qu'elle lui ait rappelé une dispute qu'ils avaient eue la nuit précédente. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Sylvia resta sans voix, se demandant si elle avait vraiment tout imaginé. Ces moments devinrent des scénarios fréquents où elle se sentait invisible, inaudible, et même instable. Si elle parlait avec passion, elle était trop émotive. Si elle restait silencieuse, elle était froide et distante. Clifford contrôlait le récit et la laissait douter de sa propre réalité. Quand elle l'affronta finalement, en disant « Tu me fais du gaslighting », il rit, pas gentiment. « Tu crois que j'ai le temps pour tes mots à la mode de thérapie ? Tu lis trop d'articles, Sylvia. C'est ça ton problème. » Elle se détourna, la boule dans sa gorge brûlante. Comment quelqu'un pouvait-il transformer son inquiétude en folie et sa douleur en hystérie? Avec le temps, Sylvia commença à se recroqueviller. Elle filtrait chaque pensée avant de parler, incertaine des mots qui provoqueraient une autre dispute. Elle doutait de son ton, de son timing, de son existence même. Son monde se rétrécissait entre les murs de leur maison. Clifford avait maîtrisé la manipulation émotionnelle non par la colère, mais par une indifférence calculée. Il n'avait jamais besoin de crier. Son silence punissait plus profondément. Un soir, après qu'elle ait hésité à exprimer sa frustration concernant un projet retardé au travail, Clifford eut un sourire narquois et dit « Tu vois ? Tu apprends. » Cette phrase la hanta, non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'il avait raison. Elle apprenait à être invisible. Elle apprenait à se faire plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Mais une partie d'elle, un petit noyau intact, brûlait encore de colère. Cette nuit-là, elle se retrouva devant le miroir, fixant ses propres yeux. « Ce n'est pas de l'amour, murmura-t-elle. C'est de l'effacement. » Et bien que les larmes vinssent de nouveau, cette fois, elles ne venaient pas de l'impuissance. Elles venaient de l'éveil. Ce dimanche-là, après le départ de Clifford pour rencontrer un client, Sylvia sortit son vieux journal en cuir du fond de l'armoire. Les pages sentaient encore la lavande et la vieille encre. Cela faisait des années qu'elle n'y avait pas écrit, mais quelque chose en elle aspirait à une conversation avec elle-même. Elle s'assit en tailleur sur le sol de la chambre, un stylo à la main, et écrivit lentement « J'ai peur de me perdre en essayant d'être la femme qu'il veut. » Elle s'arrêta, fixant les mots, puis les souligna 2 fois. Pendant l'heure qui suivit,
sa plume s'écoula avec des pensées qu'elle n'avait pas dites à voix haute, doute, peur, moments silencieux de désespoir qu'elle n'avait même pas avoués à Maggie ou Rosa. L'acte d'écrire était comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Dans ces pages, elle n'était ni trop émotive. Elle était simplement elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle écouta sa propre voix. Les jours passèrent, et tenir son journal devint un rituel secret. Chaque nuit, après que Clifford se soit endormi ou se soit retiré dans son bureau, elle déversait son cœur sur le papier. À travers les pages, elle vit un schéma qu'elle avait refusé de nommer, l'isolement, le contrôle, les pics subtils qui laissaient des blessures durables. Elle commença à se souvenir de la femme qu'elle était autrefois vive, expressive, audacieuse et de la femme qu'elle était devenue prudente, muette, s'excusant sans cesse. Une nuit, elle écrivit « Tu n'existes pas pour être petite. Tu n'es pas une ombre. » Elle referma le journal, les mains tremblantes. Un léger coup à la porte, la voix de Clifford, monotone. « Éteins la lumière, Sylvia. » Elle murmura une réponse et éteignit la lumière, mais son esprit resta éveillé. Les fondations de son identité, autrefois soigneusement posées par l'amour, se fissuraient. Et cette fois, elle y prêtait enfin attention. La soirée commença comme n'importe quelle autre, avec Sylvia préparant tranquillement le dîner, tandis que Clifford se prélassait sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Une tension flottait dans l'air comme l'humidité avant un orage. Elle avait remarqué la facture d'électricité impayée dans le courrier ce matin-là et, par habitude, l'avait posée sur la console près de la télévision. Ce n'était pas une confrontation, juste un rappel, mais même cela s'avéra être trop. Alors qu'il passait devant la table et remarquait l'enveloppe, il ricana. « Tu essaies de me mettre dans l'embarras maintenant ? Laisser traîner des factures comme si j'étais un imbécile irresponsable ?» Sylvia cligna des yeux, confuse. « Je l'ai juste laissée là pour que tu la voies. C'est tout. » La voix de Clifford monta brusquement. « Tu essaies toujours de prouver quelque chose. Tu penses que je ne sais pas ce que je fais, n'est-ce pas? Que je suis en dessous de toi maintenant. » Sylvia le fixa, la bouche légèrement entr'ouverte. « Non, Clifford, ce n'est pas ça. C'est juste une facture. » Mais son ton calme ne sembla qu'attiser les flammes. Il se dirigea vers la table à manger, attrapa une assiette en verre qui attendait d'être mise pour le dîner, et la projeta contre le mur. Elle se brisa violemment, le son tranchant la pièce comme un cri. Sylvia resta figée, le souffle coupé. Les éclats de verre gisaient éparpillés sur le carrelage, reflétant le scintillement du lustre au-dessus. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, la gravité du moment l'ancrant au sol. Le visage de Clifford était rouge, sa respiration saccadée, et d'une voix basse chargée de venin, il marmonna, « Un jour, Sylvia. Un jour, je ferai en sorte que tu sois silencieuse pour de bon. » Ce n'était pas un cri, ni un rugissement, juste un murmure, et pourtant il résonna plus fort que n'importe quelle dispute précédente. Sylvia recula lentement, les yeux rivés sur lui, effrayée de lui tourner le dos. Elle ne parla pas, elle ne pleura pas. Elle se dirigea simplement vers la chambre d'amis, ferma la porte et enclencha le verrou. De l'autre côté du mur, Clifford fit les 100 pas pendant quelques minutes avant de se retirer dans le silence. À l'intérieur, Sylvia s'accroupit sur le sol, les bras enroulés autour d'elle-même alors que son corps tremblait. Les mots se répétaient dans son esprit comme une litanie. Faire en sorte que tu sois silencieuse pour de bon. Ce n'était plus de la cruauté. C'était une menace, et cette prise de conscience changea tout. Sylvia attendit que Clifford quitte la maison le lendemain matin avant de commencer. Avec un calme méthodique, elle sortit son sac de voyage de sous le lit et commença à plier ses affaires essentielles, juste assez pour recommencer à zéro. Le dressing, autrefois un espace partagé rempli de cintres assortis et de saisons codées par couleur, ressemblait maintenant à un musée d'un amour mort en silence. Elle ne prit que ce qui lui appartenait, les robes qu'elle avait achetées avec son propre argent, ses produits de soins, ses journaux et ses carnets de croquis. Il n'y avait pas de rage dans ses gestes, pas de lancer d'objets dramatiques ou de larmes sur les souvenirs, seulement de la détermination. Elle savait que si elle hésitait, si elle laissait la nostalgie ou la peur s'insinuer, elle flancherait, alors elle bougeait silencieusement, résolue. Elle plaça son certificat de naissance, ses documents et ses titres de propriété dans un dossier marron, des papiers auxquels Clifford n'avait jamais prêté attention, mais qui prouvaient à quel point elle avait construit de manière indépendante, même mariée. Quand elle eut terminé, elle regarda la pièce une dernière fois.
Le rideau à fleurs qu'elle avait choisi pendant leur phase de lune de miel flottait doucement dans la brise. Le lit était parfaitement fait. On n'aurait pas dit que quelqu'un partait. On aurait dit que quelqu'un n'avait jamais eu sa place ici. Avant de sortir, Sylvia écrivit une seule ligne sur le bloc-notes que Clifford gardait près du réfrigérateur. Tu disais que tu voulais la paix. Maintenant, tu l'as. Pas de signature, pas d'adieu. Juste une déclaration tranquille qu'elle en avait fini. Sa destination était un modeste appartement de l'autre côté de la ville, un qu'elle avait acheté des années auparavant comme investissement, mais dans lequel elle n'avait jamais vécu. Ironiquement, il allait maintenant lui servir de sanctuaire. En fermant la porte d'entrée derrière elle, ses mains tremblaient, mais pas de peur. Elle tremblait de libération. Elle s'éloigna en voiture sans regarder en arrière. La ville lui semblait inconnue, bien qu'elle y vive depuis des années. Tout paraissait plus net, plus clair, comme si ses yeux s'adaptaient à un monde sans brouillard émotionnel. Ce soir-là, dans son nouvel espace, elle s'assit sur le sol nu, le dos contre le mur, et laissa échapper un long soupir silencieux. Elle n'était pas encore libre, mais elle était partie. Et c'était un début. Clifford ne remarqua l'absence de Sylvia que tard dans la soirée. Il était rentré d'un déjeuner d'affaires pour trouver la maison étrangement silencieuse. Pas de bruit d'ustensiles cliquetant dans la cuisine, pas de pas feutrés à l'étage. La porte de la chambre d'amis était grande ouverte. Son parfum ne flottait plus. Il entra dans leur chambre et remarqua les vêtements manquants, les tiroirs vides, le porte-bijoux dépouillé. Et puis il vit le mot. Il le ramassa lentement, les yeux balayant l'unique phrase. Un ricanement lui échappa, un ricanement d'incrédulité. Alors c'est comme ça qu'elle veut jouer, marmonna-t-il. Cette nuit-là, il se versa un verre et attendit. Mais Sylvia ne revint pas. Le lendemain, il lui envoya un SMS. Où es-tu? Tu n'as rien dit. Pas de réponse. Puis un deuxième SMS. C'est puéril. Toujours le silence. Il essaya d'appeler, puis d'envoyer un email. Il envoya même des roses à son ancien bureau, mais elle avait changé d'adresse. Une semaine passa, et le silence commença à ronger sa confiance. Son contrôle, le confort de son accessibilité, avait disparu. Ce qui suivit furent des tentatives manipulatrices de pénitence, déguisées en affection. D'abord, une livraison anonyme de chocolat au salon de son amie Maggie. Puis un bracelet en diamant qu'elle avait autrefois admiré en passant. Et enfin, une montre de luxe gravée des mots « à ma voix préférée ». Mais Sylvia ne répondit à aucune de ces attentions. Non pas parce qu'elle n'avait pas reçu les gestes, mais parce qu'elle n'y trouvait plus de sens. Le charme qu'il avait autrefois exercé puait maintenant le désespoir. Dans son appartement, Sylvia maintenait sa résolution. Elle écrivait dans son journal chaque nuit, se reconstruisant lentement. Elle ne se confiait pas à Maggie ou Rosa. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle avait besoin de paix. Chaque matin, elle ouvrait grand ses fenêtres, respirant un air non pollué par sa tension. Chaque nuit, elle dormait dans un silence qu'elle avait choisi, et non un qui lui avait été imposé. Elle n'était pas intéressée par la vengeance. Elle ne voulait pas d'excuses. Elle voulait de la distance. Et alors que les jours se transformaient en semaines, cette distance devint sa guérison. Clifford, attendant toujours qu'elle flanche ou revienne, ne réalisa jamais qu'il n'était plus le centre de son monde. Son silence n'était pas une punition. C'était du pouvoir. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers et du tic-tac d'une horloge murale vintage. Sylvia était assise en face de son avocat, Marcus, une présence calme mais vive qu'il avait représentée dans 2 transactions immobilières par le passé. Maintenant, elle avait besoin de lui pour quelque chose de plus profond. « Je veux m'assurer que tout ce qui est lié à moi le reste », dit-elle fermement, sa voix sans hésitation. Marcus examina les documents qu'elle avait apportés, titres de propriété, relevés de propriété et ses parts d'entreprise. « Vous avez fait vos devoirs », remarqua-t-il. Sylvia esquissa un petit sourire. « J'ai eu des années pour comprendre ce qui est à moi. » Au cours de l'heure suivante, Marcus la guida à travers le processus pour isoler ses actifs, transférant le contrôle des références conjointes à la propriété individuelle, mettant à jour les dossiers commerciaux et préparant les relevés pour l'indépendance financière. Il pourrait essayer de contester cela, avertit Marcus. Sylvia hocha la tête. Qu'il essaie. Je veux juste ce que j'ai gagné.
Il ne s'agissait pas de prendre la fortune de Clifford. Il s'agissait de garder ce qu'elle avait construit seule, brique par brique silencieuse. La semaine suivante, Sylvia apprit que tous les changements avaient été déposés et approuvés. Son entreprise de design d'intérieur était désormais entièrement à son nom, Clifford étant légalement retiré de toute ombre d'association. Les 2 propriétés commerciales qu'elle avait achetées avant le mariage étaient maintenant mises à jour au registre foncier. Marcus avait même découvert un investissement que Clifford avait tenté d'enregistrer discrètement en commun, un dont Sylvia n'avait jamais eu connaissance. Il a antidaté cela il y a 2 ans, expliqua Marcus. Nous l'avons annulé. Attaché frauduleusement votre nom ne tiendra pas, Sylvia sentit quelque chose en elle s'apaiser, une respiration intérieure enfin relâchée. Pendant ce temps, Clifford reçut les notifications légales et fut abasourdi de rage. Il essaya de l'appeler à nouveau, pour entendre que le nouveau numéro de Sylvia n'était pas répertorié. Elle pense qu'elle peut m'exclure, marmonna-t-il pour lui-même. Mais ce qui le troublait le plus, c'était la réalité qu'elle l'avait déjà fait. Elle n'était pas seulement partie physiquement. Elle démêlait chaque corde financière et émotionnelle qui les liait. Clifford fit les 100 pas dans leur maison, des papiers éparpillés sur la table. Sa fierté était meurtrie. Sylvia, de son côté, était à son bureau d'appartement, esquissant une nouvelle proposition de design, ses doigts se déplaçant fermement sur du papier blanc propre. Ses fondations étaient de nouveau siennes, solides, inébranlables et entièrement siennes. Clifford commença à remarquer l'absence, non seulement sous sa forme physique, mais dans le vide qui résonnait dans la maison. La table du petit déjeuner restait dressée pour 2 par habitude, bien qu'une seule assiette ne soit jamais touchée. Ses pantoufles au pied du lit avaient disparu, celle couleur lavande qu'elle portait quand elle préparait son thé du matin. Chaque trace de sa présence quotidienne avait disparu avec elle, et cela commença à le hanter de petites manières insidieuses. Un soir, il entra dans le bureau et ouvrit le tiroir du bas, celui où elle gardait ses journaux, de vieilles cartes d'anniversaire et des références artistiques. Il était vide. Il s'assit, fixant l'espace comme s'il s'attendait à ce qu'elle entre et le gronde gentiment pour avoir fouiné, mais la pièce resta silencieuse, et ce silence, autrefois son arme, ressemblait maintenant à une punition. Il essaya de l'appeler à nouveau, plus par désespoir que par intention. Quand il entendit la tonalité morte, il jeta le téléphone à travers la pièce. Elle ne peut pas simplement disparaître, murmura-t-il, en colère contre sa résolution, contre sa force. Il commença à sombrer, non pas extérieurement, mais intérieurement. La confiance qu'il portait autrefois comme une armure se fissurait sous le poids de sa solitude. Clifford commença à manquer des réunions, à perdre sa concentration sur ses projets. Il regardait ses anciennes photos sur son téléphone, les faisant défiler comme quelqu'un pleurant un vivant. Sur l'une d'elles, elle riait, ignorant que la photo était prise, les yeux plissés, la main sur la bouche. C'était un rire qu'il n'avait pas entendu depuis plus d'1 an. « Tu me regardais comme si j'étais ta maison », se marmonna-t-il. Le souvenir ne le réconfortait pas, il le narguait, mais son regret n'était pas pur. Il n'était pas rempli de remords pour ce qu'il avait fait, mais d'irritation pour ce qu'il avait perdu. Elle ne lui manquait pas parce qu'il l'aimait. Le sentiment d'être au centre de la vie de quelqu'un d'autre lui manquait. Sylvia, pendant ce temps, passait ses soirées à regarder le ciel depuis son petit balcon, sirotant du thé dans une solitude paisible. Elle ne pensait pas à lui avec colère ou désir. Elle ne pensait tout simplement pas à lui du tout. Et pour Clifford, ce silence indifférent piquait plus que n'importe quel adieu n'aurait pu le faire. Des mois passèrent avant que Sylvia n'entende de nouveau parler de Clifford. Cela vint sous la forme d'un message vocal, sa voix plus douce, hésitante, répétée. « Sylvia, je ne sais pas si tu entendras ça, mais j'ai beaucoup réfléchi à tout, à nous. J'ai eu tort, j'ai été cruel. Peut-être qu'on pourrait parler, juste une fois. » Un dîner à la maison, pour clore le chapitre. Sylvia écouta le message 2 fois, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce que le calme dans sa voix était inhabituel. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le message reposer. 2 jours plus tard, elle en parla à Maggie lors d'un brunch. « Il veut dîner, » dit Sylvia, en remuant lentement son café. La fourchette de Maggie s'arrêta en l'air. « Et tu y penses ?» Sylvia hocha la tête, non avec naïveté, mais avec certitude. « Pas parce que je veux une réconciliation. Je veux juste voir par moi-même qui il est vraiment maintenant. » Maggie se pencha en arrière, l'étudiant. « Promets-moi que tu n'iras pas là-bas en espérant retrouver ton ancien toi dans ses yeux. »
Sylvia sourit doucement. J'ai enterré cette version de moi il y a longtemps. Le soir où elle choisit d'y aller, elle s'habilla simplement, chemisier crème, jean foncé, pas de maquillage. Elle ne venait pas pour impressionner ou provoquer. En s'approchant de la maison, ses mains étaient stables, son esprit calme. Le portail grinça légèrement alors qu'elle le poussait, et le jardin avait l'air étrangement entretenu, comme si quelqu'un avait tenté de recréer la normalité. Clifford ouvrit la porte presque instantanément, comme s'il s'était tenu derrière. « Sylvia, dit-il, tentant un sourire qui n'atterrit pas tout à fait. « Merci d'être venue. » Elle entra, laissant l'air familier frapper ses sens. La maison était propre, étrangement silencieuse. La table avait été mise dans la salle à manger, bougies, bol à soupe, une bouteille de vin rouge. « Tu n'avais pas à faire tout ça, dit-elle. Clifford eut un petit rire. « J'ai pensé que ça devrait être spécial. » Sylvia jeta un coup d'œil à la table, puis à lui. Quelque chose dans son ventre se tordit légèrement, non pas de peur, mais d'instinct. Pourtant, elle prit place avec grâce. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de regarder le dernier acte d'un chapitre qu'elle avait depuis longtemps cessé de lire. Et bien que Clifford ne le sût pas, Sylvia n'était pas venue pour clore le chapitre. Elle était venue pour une confirmation. La pièce semblait familière, mais donnait une impression d'étrangeté, comme si chaque coin avait été arrangé pour recréer un moment qui n'existait plus. Clifford guida Sylvia vers le siège en face du sien, sa paume effleurant brièvement le dossier de sa chaise, un geste qui aurait autrefois remué quelque chose en elle. Maintenant, il plana simplement et retomba à plat. Elle balaya la table du regard. 2 cuillères en argent poli, des serviettes pliées en triangle soigné, sa marque de vin rouge préféré respirant dans une carafe, et à côté, un bol fumant de soupe de gombo avec du semovita, un repas qu'elle n'avait pas mangé depuis des mois. « Tu t'es souvenu que j'aimais ça ?» murmura-t-elle en s'asseyant. Clifford sourit finement. « Certaines choses ne s'effacent pas », Sylvia fit un signe de tête polie, bien qu'un malaise se soit enroulé dans son estomac. Il y avait quelque chose de trop répété dans la mise en scène, de trop parfaitement nostalgique, comme une scène préparée pour un script. « Je voulais qu'on parle, » dit Clifford en lui servant du vin. « Je te dois bien ça. » Elle ne toucha pas le verre. Clifford prit sa cuillère, mais s'arrêta. « Tu as l'air bien, Sylvia, » dit-il, comme s'il avait besoin de dire quelque chose avant que le silence ne l'avale. « Merci, » répondit-elle. « La paix me va bien. » La phrase atterrit comme une gifle, bien qu'elle n'ait pas élevé la voix. Il eut un petit rire. « Je le mérite. » Il prit sa cuillère. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je n'ai pas bien géré les choses. J'étais en colère, mais je... » « Tu étais violent, » le corrigea-t-elle, d'une voix stable et claire. « Pas seulement en colère. » Clifford se raidit. « Ce n'était pas moi, pas le vrai moi. J'étais sous pression. Les affaires, le stress. » Sylvia secoua la tête. « Il n'y a aucune version de toi que j'ai rencontrée qui ne savait pas comment blesser avec des mots. » Ses yeux se portèrent sur la soupe, son arôme semblant maintenant écrasant. Clifford remua distraitement son propre bol. Peut-être que j'avais besoin de te perdre pour comprendre ce que j'avais. Sylvia esquissa un léger sourire, bien que son regard ne s'adoucît pas. Ou peut-être que tu avais besoin de me perdre pour réaliser que je n'étais jamais à toi pour que tu me détruises. Un silence chargé emplit la pièce. Dehors, le vent poussait contre les fenêtres, et un instant, on aurait dit que la maison expirait avec eux. Alors que Clifford se levait pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, probablement une 2e bouteille de vin, Sylvia saisit l'occasion. Son instinct, aiguisé par des mois de distance et de réflexion, la piqua d'un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se pencha rapidement et échangea leur bol de soupe. C'était un mouvement silencieux et fluide, pratiqué lors d'innombrables soirées à servir et débarrasser la vaisselle pendant leur mariage. Elle se rassit calmement, juste au moment où Clifford revenait avec un sourire désinvolte et un 2e verre. « Je me souviens que tu n'as jamais aimé la première gorgée, » dit-il, remplissant le vin qu'elle n'avait pas touché. Trop acide. Sylvia eut un mince sourire, notant comment chaque phrase ce soir avait été imprégnée de douceur, comme s'il essayait de faire mariner la culpabilité et la nostalgie. Clifford prit sa cuillère et commença à manger sans hésitation. « J'ai vu un thérapeute, » dit-il entre 2 bouchées, pour essayer de comprendre mes schémas. Sylvia pencha la tête, l'étudiant. « C'est bien. La thérapie est un miroir.
Certaines personnes ont juste peur de ce qu'elles y verront. Il eut un petit rire, s'essuyant la bouche. Ce n'est pas facile, mais j'apprends, et je pense que j'ai changé. Il fit un geste vers son bol. Tu ne manges pas. J'attends que ça refroidisse, répondit-elle, la voix égale. Clifford hocha la tête et retourna à son repas, mâchant lentement. Sylvia observait. Son estomac se tordit en mille nœuds. La pièce rétrécissait à chaque seconde qui passait, comme si l'air en était aspiré. Clifford leva les yeux et sourit. Tu fredonnais toujours quand tu cuisinais. La cuisine est silencieuse sans toi. Sylvia ne répondit pas. Elle regarda vers la fenêtre. La nuit était complètement tombée, projetant de longues ombres sur le sol. Elle regarda de nouveau la main de Clifford trembler légèrement alors qu'il replongeait la cuillère. Son souffle se coupa, mais elle garda son visage impassible. « Crois-tu que les gens changent vraiment » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Clifford leva les yeux de son bol et croisa les siens. « J'essaie de le faire. » Parfois, dit-elle doucement, la personne qui essaie de changer est la même qui a allumé le feu. Il s'arrêta, ne sachant comment répondre. Ses doigts tremblèrent à nouveau. Et puis finalement, la cuillère tomba de sa main sur la table avec un cliquetis. Le métal de la cuillère résonna contre l'assiette en céramique comme une petite cloche d'alarme. Le visage de Clifford se déforma, d'abord la confusion, puis une horreur lente et naissante alors qu'une crampe aiguë lui saisit l'abdomen. Sylvia ne bougea pas. Ses mains restèrent jointes sur ses genoux, ses yeux calmes mais alertes. Clifford se leva brusquement, renversant sa chaise, un grognement de douleur s'échappant de ses lèvres. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe » halta-t-il. « Que as-tu » Il la regarda avec des yeux larges et tremblants. Sylvia pencha la tête. « Tu as échangé quelque chose, n'est-ce pas » Clifford recula en titubant, ses genoux fléchissant alors qu'il s'appuyait sur la table à manger pour se soutenir. « Non, non, Ces mots se brisèrent en spasmes. « Je ne voulais pas » Sylvia se leva alors, lentement, délibérément. « Tu as essayé de me tuer ce soir, n'est-ce pas, Clifford » Sa voix ne tremblait pas. Elle était stable, plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. Clifford s'effondra sur le sol, se griffant la poitrine. « C'était juste un peu, juste quelque chose pour te faire. Arrêtez. Juste une leçon, s'étouffa-t-il. Une leçon, répéta-t-elle doucement, presque comme si elle goûtait le mot. Tu voulais m'empoisonner parce que tu ne supportais pas ma voix, parce que le silence te semblait être du pouvoir. » Les yeux de Clifford s'emplirent d'eau, non d'émotion mais de pure panique. Sa respiration était courte, irrégulière. « S'il te plaît, appelle quelqu'un » halta-t-il. Sylvia prit son téléphone et composa le numéro des urgences. « Oui, nous avons besoin d'une ambulance. » Un homme. Fin de la trentaine, possible ingestion d'une substance toxique. « Non, il respire encore. » Elle baissa les yeux sur Clifford en terminant l'appel. L'aide arrive. Tu vas vivre, mais tu n'oublieras jamais ça. Clifford gémit sur le sol, se tenant le ventre. Pourquoi ? Pourquoi ne l'as-tu pas mangé ? Elle se pencha plus près, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Parce que j'ai cessé de te faire confiance le jour où tu as commencé à essayer de me faire taire. Les sirènes résonnaient faiblement au loin. Sylvia se tenait près de la porte, sa silhouette immobile, les yeux secs. Elle n'avait jamais imaginé ce genre de conclusion, mais elle était là, se déroulant douloureusement devant elle. Et cette fois, ce ne serait pas elle qui resterait brisée. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, leurs uniformes un flou d'urgence alors qu'ils entraient en trombe dans la maison. Clifford gisait sur le sol, pâle, trempé de sueur, les lèvres légèrement bleues sur les bords. Un des secouristes vérifia ses signes vitaux tandis qu'un autre commençait à lui administrer de l'oxygène. Sylvia s'écarta, les bras croisés, son expression illisible. Elle leur avait dit tout le nécessaire au téléphone, sans émotion, juste des faits. Il est toujours conscient, rapporta un ambulancier, mais il faiblit, la tension artérielle chute. Clifford gémit, essayant de parler, mais les mots étaient pâteux, inintelligibles. « Madame » demanda gentiment un secouriste, « savez-vous quelle substance il a ingérée » Sylvia secoua lentement la tête. « Non, mais je soupçonne qu'il a drogué la nourriture. Mon bol a été échangé. Il avait peut-être l'intention de m'empoisonner. » L'ambulancier s'arrêta, surpris,
puis hocha la tête et transmit la note à la centrale. Clifford s'agrippa au poignet de l'ambulancier avec le peu de force qui lui restait. Ne la laissez pas partir, halta-t-il, mais ses mots se dissolurent dans une quinte de toux. Sylvia détourna le visage, non par culpabilité, mais par détachement. Alors que le brancard passait devant elle, elle regarda Clifford une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les siens, injectés de sang et vitreux de peur. « Pourquoi, Sylvia » gémit-il, sa voix brisée et fragile. « C'est moi qui devrais te poser la question » répondit-elle calmement. Son ton était vide de colère, juste de la tristesse. « Je n'ai pas essayé de te tuer, Clifford. Je ne t'ai juste pas empêché de révéler qui tu es. » Il essaya de parler à nouveau, mais son corps le trahit, convulsant alors que le brancard était chargé dans l'ambulance. Elle ne suivit pas. Au lieu de cela, elle resta dans le salon, seule au milieu des bougies vacillantes et des chaises renversées. La maison était de nouveau silencieuse, mais pas le même silence qu'elle avait connu des mois auparavant. Ce silence était lourd de finalité. Elle se dirigea vers la cuisine, retira lentement les 2 verres à vin intacts de la table et les vida dans l'évier. Puis elle rinça les bols et les empila soigneusement dans le lave-vaisselle. Il n'y avait aucun tremblement dans ses doigts, aucun cœur qui battait la chamade. Elle ressentait tout et rien à la fois, comme quelqu'un qui vient d'échapper à un incendie, la fumée persistant encore, mais le pire étant déjà derrière elle. Le couloir de l'hôpital était stérile et lumineux, rempli d'un chœur de moniteurs qui bipaient et d'une urgence feutrée. Sylvia était assise dans la salle d'attente, son manteau soigneusement plié sur ses genoux, les yeux fixés sur un écran de télévision en sourdine montrant les nouvelles locales. Elle n'avait appelé personne, ni Maggie, ni Rosa. Ce n'était pas un moment qu'elle avait besoin de partager. Elle était là pour des raisons légales, rien de plus. Une infirmière s'approcha finalement, un presse-papier à la main. « Êtes-vous Madame Okafor » demanda-t-elle. Sylvia hocha la tête. « Il est stable mais faible » expliqua l'infirmière. « Nous avons fait un lavage d'estomac, mais nous nous inquiétons du temps que la substance est restée dans son corps. Le médecin traitant vous parlera sous peu. » Sylvia la remercia, puis retourna à son siège. En attendant, elle ne pensait pas à Clifford, mais à tous les moments où elle avait réprimé sa voix pour éviter des scènes comme celle-ci, des chambres d'hôpital, des urgences, des explications qui l'obligeaient à se défendre pour ne pas s'être tue. Le docteur Emeka arriva 20 minutes plus tard, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix calme. « Êtes-vous sa femme » demanda-t-il. « Séparée » corrigea Sylvia. « Mais oui, je suis la personne à contacter en cas d'urgence. » Le médecin hocha la tête. « Votre mari a ingéré une concentration toxique d'un composé à base de carbofurant, très dangereux. D'après notre analyse, il a été préparé récemment, possiblement dans la nourriture. » Sylvia détourna le regard un instant, hochant lentement la tête. « Il a préparé le dîner, dit-elle, et il a mangé ce qui m'était destiné. » Le docteur Emeka soupira. « Il a de la chance. Un peu plus longtemps et nous parlerions d'insuffisance organique. » Il fit une pause. « Il y a une chose. Il a du mal à se souvenir des choses, surtout des dernières heures avant son malaise. C'est peut-être temporaire, mais il y a eu un impact neurologique. » Les sourcils de Sylvia se levèrent légèrement. « Amnésie ? » ?»« Partielle, » confirma le médecin. « Ça pourrait passer ou non. Nous le surveillerons. Nous avons contacté l'unité de toxicologie pour nous aider. » Elle le remercia poliment, mais son esprit était déjà ailleurs. L'ironie était saisissante. L'homme qui avait tenté de l'effacer avec du poison s'était maintenant effacé lui-même. L'univers, semblait-il, avait sa propre façon de rétablir l'équilibre. Et Sylvia, pour la première fois depuis des années, ne se sentait pas responsable de nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre. Le bip lent et rythmé du moniteur cardiaque remplissait la chambre d'hôpital, se synchronisant parfaitement avec la montée et la descente superficielle de la poitrine de Clifford. Sylvia se tint près de la porte pendant plusieurs minutes avant d'entrer, l'observant à travers la vitre. Il paraissait plus petit maintenant, presque enfantin, avec des tubes sortant de son bras et une pâleur grisâtre teintant sa peau. Lorsqu'elle entra enfin, ses talons cliquant doucement sur le carrelage, il bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent, désorientés, balayant la pièce. Quand ils se posèrent sur elle, il n'y eut aucune reconnaissance, juste de la curiosité. « Bonjour » dit-il faiblement, la voix sèche. Sylvia hocha lentement la tête. « Vous êtes à l'hôpital.
Vous avez eu une urgence médicale. Les médecins ont dit que vous pourriez ne pas vous souvenir de tout. Clifford cligna des yeux, confus. Je ne me souviens même pas. Quel jour sommes-nous? Elle s'approcha du pied du lit, se tenant droite. Le nom de Sylvia Okafor vous dit-il quelque chose? Il secoua doucement la tête, grimaçant au mouvement. Je suis désolé. Devrait-il? Sa poitrine se serra, mais pas de douleur, de confirmation. J'étais votre femme, dit-elle simplement. Nous sommes séparés depuis un moment. Je suis venu parce que vous m'aviez désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Clifford déglutit difficilement, la regardant à nouveau comme s'il étudiait une étrangère. Je vous ai fait du mal, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Les yeux de Sylvia se verrouillèrent aux siens. Oui, de nombreuses fois. Il ferma brièvement les yeux, submergé par le poids de cette connaissance. J'aimerais pouvoir me souvenir pour m'excuser. Sylvia s'approcha, mais pas assez pour le toucher. Je ne suis pas venu pour des excuses. Je suis venu pour m'assurer que vous respirez. Elle jeta un coup d'œil aux machines qui l'entouraient, tic-tacant et clignotant comme des témoins d'un crime oublié. Et maintenant que c'est le cas, dit-elle doucement, je peux partir. Clifford ne protesta pas. Il ne supplia pas. Il cligna simplement des yeux, perplexe et vide. Sylvia sortit de la pièce, les épaules droites, ses pas mesurés. Pendant des années, elle s'était recroquevillée dans l'ombre de cet homme. Maintenant, même son souvenir ne pouvait la retenir. Le tic-tac derrière elle s'estompa alors qu'elle quittait le couloir, son silence étant désormais quelque chose qu'elle choisissait, et non quelque chose qui lui était imposé. Clifford passa les jours suivants sous surveillance médicale, entouré de machines, d'infirmières et d'un brouillard qu'il ne pouvait naviguer. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il était confronté à des questions auxquelles il ne pouvait répondre, son anniversaire, sa profession, qui était la femme sur le cadre photo à côté du lit. C'était une photo de lui et Sylvia datant d'il y a des années, souriant devant une galerie d'art. Il l'étudiait souvent, espérant que l'image déclencherait quelque chose. C'est votre femme, disait doucement l'infirmière. Ex-femme, corrigea Sylvia un matin en entrant avec un dossier à la main. Clifford cligna des yeux en la regardant. Je ne me souviens toujours de rien à notre sujet. Elle esquissa un léger sourire, bref et réservé. C'est peut-être mieux ainsi. Elle tendit le dossier à l'infirmière de service. Documentation légale. Je me retire de toutes les listes de contacts d'urgence. Sa famille peut prendre le relais maintenant. Clifford se tourna lentement vers elle. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un adieu? Parce que c'en est un, répondit-elle en gardant ses distances. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce que vous avez fait, mais moi si, et je ne le revivrai pas. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Je veux croire que je n'étais pas cruel. Sylvia le regarda longuement et fixement. Croire et savoir sont deux choses très différentes, Clifford. Et j'ai vécu de l'autre côté de ce dont vous ne vous souvenez pas. Il y eut un silence entre eux. Les machines continuaient leur rythme. Clifford l'étudiait, sa posture, ses yeux, son ton. Il ne la reconnaissait pas, mais il sentait quelque chose de douloureux derrière son calme. Je suis désolé, dit-il doucement. Sylvia hocha la tête, non pas en guise d'acceptation, mais de conclusion. Prenez soin de vous, murmura-t-elle avant de se tourner vers la porte. En partant, la lumière du couloir se déversa sur le linoléum comme une nouvelle aube. Clifford se renversa sur son oreiller, confus et vide. En perdant la mémoire, il avait reçu quelque chose qui lui avait été refusé pendant des années, la paix. Sylvia, cependant, avait finalement reconquis la sienne à la dure, avec à la fois la mémoire et la clarté intacte. Le hall de l'hôpital semblait plus froid que d'habitude lorsque Sylvia revint le lendemain, non par culpabilité, mais par obligation. Marcus l'avait suggéré. Une conclusion est importante pour vous deux, avait-il dit. Sylvia n'était pas convaincue. Pourtant, elle vint, vêtue d'une robe gris anthracite et de talons bas, tenant une enveloppe scellée dans une main. En entrant dans la chambre de Clifford, il se tourna lentement de la fenêtre, où la lumière du soleil filtrait à travers des stores à moitié fermés. Il avait meilleure mine, sa couleur était revenue, son corps plus fort. Mais ses yeux gardaient toujours cette même vacuité, celle qui vient de l'oubli de la douleur que l'on a autrefois infligée. « Vous êtes revenu, dit-il doucement. Sylvia fit un signe de tête sec. Juste pour rendre ça. Elle posa l'enveloppe sur la petite table de chevet.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. Les papiers du divorce. Ils ont été signés il y a longtemps. Je ne vous les ai juste jamais donnés. Clifford prit l'enveloppe avec hésitation, comme si elle contenait un fantôme. Je ne me souviens toujours de rien, dit-il. Mais on m'en a assez dit pour savoir que je n'étais pas un homme bon. Sylvia ne broncha pas, vous étiez le genre d'homme qui faisait du silence une condamnation. Mais j'ai purgé ma peine. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda brièvement dehors. C'est étrange. Je pensais que je ressentirais du triomphe en m'éloignant de tout ça, mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement. Clifford l'étudia attentivement. Vous semblez différente, plus forte. Je le suis, répondit-elle, parce que maintenant je connais la valeur de la paix et le coup d'ignorer les signes avant-coureurs. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, puis de nouveau sur elle. J'espère qu'un jour, si je me souviens, je comprendrai pourquoi je vous ai perdu. Sylvia eut un léger sourire, presque compatissant. Vous ne m'avez pas perdu, Clifford. Vous m'avez laissé partir bien avant de savoir que vous l'aviez fait. Elle se retourna, ses talons doux contre le linoléum. C'est la dernière fois que nous nous verrons. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle était déjà sortie. Clifford fixa la porte longtemps après qu'elle se soit fermée, tenant fermement l'enveloppe. Quelque part en lui, le vide s'agita, non pas à cause de la mémoire, mais de la conséquence. Sylvia se tenait à l'entrée de son nouveau studio de design, les clés à la main, alors que le soleil doré du matin se déversait sur les sols polis et les murs blancs vierges. Il lui avait fallu des mois de planification silencieuse, de réinvestissement des gains d'anciens clients, de liquidation de quelques actifs et de confiance en son instinct à nouveau. Le studio était petit mais ouvert, rempli de potentiel et de paix. En entrant et en verrouillant la porte derrière elle, un sourire se dessina sur ses lèvres pour la première fois depuis longtemps. Elle ouvrit les grandes fenêtres une par une, laissant l'air frais remplir l'espace, apportant avec lui un sentiment de renouveau. Elle se dirigea vers sa table à dessin, passa ses doigts le long de son bord et sortit une nouvelle feuille de papier calque. Sa main bougea automatiquement, esquissant les premières lignes d'un nouveau projet. Rien de commandé, juste sa vision. Pour une fois, elle ne construisait pas pour quelqu'un d'autre. Elle construisait pour elle-même. Cet après-midi-là, Maggie passa avec des fleurs, un bouquet de tournesols et de roses blanches. Pour la femme qui a transformé le silence en sanctuaire, dit-elle avec un grand sourire. Sylvia rit, prenant les fleurs avec des mains reconnaissantes. Tu sais toujours comment faire une entrée. Maggie regarda autour du studio, les yeux écarquillés d'admiration. Cet endroit, c'est toi, enfin. Sylvia plaça le bouquet dans un vase près de la fenêtre et se retourna. J'ai l'impression de respirer à nouveau. Maggie hocha la tête. C'est le cas. Fini de murmurer pour survivre, fini de s'excuser d'exister trop fort. Sylvia s'appuya contre le bureau, les bras croisés nonchalamment. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais rétréci jusqu'à ce que je me revoie pleinement. Je croyais presque que j'étais difficile à aimer. Maggie s'approcha et lui prit la main. Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu étais juste avec quelqu'un qui ne savait pas ce que signifiait l'amour. Elles restèrent en silence un moment, pas le genre de silence gênant, mais le genre sacré, né d'une histoire partagée et d'une guérison méritée. Sylvia regarda de nouveau son studio, l'espace rempli de lumière et de promesses. Elle n'avait plus besoin que quiconque la valide. Elle était devenue sa propre affirmation. L'auditorium n'était pas immense, mais il était plein à craquer. Des rangées de femmes d'âge variés, chacune avec un carnet sur les genoux et de l'espoir dans les yeux. Sylvia ajusta le micro attaché à son col et inspira lentement alors qu'elle se tenait derrière le pupitre transparent. Elle n'était pas là en tant que célébrité, ni n'était présentée avec des titres ou des distinctions. Elle était simplement Sylvia, une conférencière invitée par un groupe local d'autonomisation des femmes pour partager son parcours de reconstruction. Elle commença lentement, choisissant ses mots avec soin. Parfois, nous ne partons pas la première fois que nous sommes brisés, dit-elle doucement. Nous partons la première fois que nous croyons mériter mieux. Il y eut une pause dans la salle, une respiration collective. Sylvia n'entra pas dans les noms ou les détails précis, seulement la vérité exprimée en métaphore. Elle parla de la façon dont le bruit peut se déguiser en amour, comment le silence peut être utilisé comme une arme, et comment la force se cache parfois dans la décision la plus silencieuse de s'en aller. Elle jeta un bref regard à la foule et vit les hochements de tête, les larmes, les stylos griffonnant ses phrases comme des bouées de sauvetage.
Je vivais dans une maison où ma voix m'était devenue étrangère, continua-t-elle. Jusqu'au jour où j'ai cessé d'essayer d'être comprise et où j'ai commencé à m'écouter moi-même. Les applaudissements vinrent lentement au début, puis grandirent en un tonnerre silencieux. Après la session, beaucoup firent la queue pour lui parler, non pas pour poser des questions, mais pour la remercier. Une femme plus âgée lui serra les mains et murmura « Vous venez de décrire mes 20 dernières années. » Une adolescente aux yeux timides dit « Je ne savais pas qu'il était permis de choisir la paix. » Maggie, assise au fond, regardait son amie avec une fierté silencieuse, s'épongeant discrètement les joues. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rentrait en voiture, Sylvia regardait par la fenêtre. « Je n'ai pas eu l'impression de le revivre, » murmura-t-elle. « J'ai eu l'impression de le laisser partir. » Maggie hocha la tête depuis le siège du conducteur. « Parce que ce n'est plus ta blessure, c'est ta sagesse. » Sylvia sourit faiblement, regardant les lumières de la ville se brouiller. Sa voix avait autrefois été étouffée par la peur. Maintenant, elle traversait les pièces et les cœurs comme une révolution tranquille. La maison semblait plus froide maintenant, bien que le climatiseur n'ait pas changé. Clifford était assis dans le salon, portant un vieux pull, un que Sylvia lui avait acheté pour un anniversaire oublié. Il passait ses doigts sur la coudoir du canapé comme si la texture pouvait déclencher un souvenir, mais rien ne venait. Son esprit était toujours un puzzle éparpillé avec des pièces manquantes. Le médecin avait dit que la guérison pourrait être partielle ou indéfinie. Quoi qu'il en soit, le temps perdu ne pouvait être récupéré. Une boîte de documents était posée sur la table basse, de vieux dossiers juridiques, des relevés bancaires, des papiers de divorce, toutes choses qu'il reconnaissait par leur format mais pas par leur contexte. Il passait des heures à essayer de les lire pour comprendre quelle version de lui-même avait créé cette traînée. C'était comme apprendre à connaître un étranger qui portait son visage. Une page portait le nom de Sylvia en gras à côté d'un langage juridique qui le transperçait comme du givre. Elle l'avait déjà laissé partir, et pourtant le fantôme de son rire semblait résonner dans les coins de la maison où il ne se souvenait pas l'avoir aimée. Il erra dans le bureau un après-midi et trouva un journal, le sien. Il ne restait que quelques pages, probablement laissées par accident. Il s'assit et l'ouvrit sur une ligne écrite à l'encre inclinée. Certains hommes ne réalisent les dégâts que lorsque le silence devient plus assourdissant que les cris ne l'ont jamais été. Clifford referma lentement le livre, pressant ses paumes contre ses yeux. Il ne se souvenait pas d'avoir dit des choses cruelles, ne se souvenait pas des disputes ou des menaces, mais il se souvenait à quel point la maison était devenue vide. Il se souvenait que quelque chose de beau avait autrefois vécu ici et que, quoi qu'il ait fait, il avait dû tout réduire en cendres. Carl, son ami d'enfance, vint lui rendre visite ce soir-là et trouva Clifford assis dans le noir. « Ça va » demanda doucement Carl. Clifford leva les yeux. « Penses-tu que les gens méritent une seconde chance quand ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait de mal la première fois ?» Carl hésita, puis répondit, « Pas si leur seule motivation est l'absence de douleur au lieu de la responsabilité. » Clifford hocha lentement la tête. Il ne comprenait pas entièrement l'homme qu'il était, mais il commençait à le pleurer tout de même. Rosa frappa une fois avant de déverrouiller la porte d'entrée de Sylvia avec le double des clés. « Ne tire pas, c'est juste moi », appela-t-elle enjouée, entrant avec un grand sac en toile sur l'épaule. Sylvia leva les yeux de son îlot de cuisine où elle sirotait du thé et dessinait au crayon sur du papier calque. « Je devrais changer l'emplacement de ce double de clés. Tu abuses de tes privilèges. » Rosa sourit et laissa tomber le sac. « J'ai apporté des bananes plantains, de l'huile de palme et de la sagesse non sollicitée. » Sylvia roula les yeux affectueusement. On dirait une tempête parfaite. Elles s'étreignirent et Rosa recula pour admirer l'apparence de sa sœur. « Tu as l'air plus légère. Je veux dire, émotionnellement. Tu te portais comme une étagère pleine d'objets fragiles. » Sylvia haussa les épaules, souriant doucement. « Certaines choses ont dû se briser pour que je puisse balayer les morceaux. » Rosa aida à déballer les courses, jetant un coup d'œil à l'appartement soigné et ensoleillé. « Cet endroit te va bien. Ce n'est pas seulement beau, ça respire avec toi. » Sylvia hocha la tête. « C'est le premier endroit où j'ai vécu qui ne résonne pas. » Plus tard dans la soirée, elles s'assirent sur le balcon avec des assiettes de riz jollof épicé et de poulet grillé, regardant le soleil se coucher derrière le paysage urbain. Rosa but une gorgée d'eau et demanda, « Penses-tu encore à lui parfois ?» Sylvia réfléchit à la question. « Pas à lui, mais plutôt à la version de moi que j'étais quand j'étais avec lui. Elle me semble être quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Rosa resta silencieuse un moment. « J'avais peur que tu retournes en arrière. »
Sylvia la regarda, d'un air assuré. Je l'ai presque fait. Jusqu'à ce que je réalise que je ne le pleurais pas lui, je pleurais celle que j'étais avant qu'il ne m'éteigne. Rosa tendit la main et serra la sienne. Tu n'es plus éteinte, Syl. Tu rayonnes. Ce n'est pas la douleur qui te définit. C'est ce que tu en as fait. Sylvia cligna des yeux pour retenir une soudaine montée d'émotion. Tu as toujours su lire entre mes silences. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. La brise murmurait entre elles, légère et douce. Sylvia regarda les lumières de la ville s'allumer une par une et réalisa quelque chose de profond. Elle ne survivait plus. Elle commençait à vivre. Le ciel du soir était meurtri de pourpre et d'or alors que Maggie s'asseyait à côté de Sylvia sur la petite terrasse sur le toit du studio de design. C'était après les heures de travail, et les derniers stagiaires venaient de partir. Le doux bourdonnement de la gosse au loin semblait plus doux de cette hauteur, comme une berceuse que la ville chantait rarement. Maggie avait apporté une bouteille de vin ananas gingembre et 2 gobelets en plastique, affirmant « Nous devons trinquer à quelque chose, même si nous l'inventons ». Sylvia sourit faiblement, ramenant ses genoux contre sa poitrine en enroulant un châle autour de ses épaules. « À la survie », proposa-t-elle. Maggie secoua la tête, versant avec soin. « Non, à la renaissance. La survie donne l'impression que tu suffoquais. Toi, tu reconstruis. » Elles trinquèrent, et Sylvia sirota silencieusement, savourant la subtile brûlure de la boisson. Après une longue pause, Maggie jeta un regard de côté. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, » dit-elle, sa voix légèrement cassante. « Le soir où tu m'as dit que tu allais le revoir, j'ai pleuré. » Sylvia la regarda, surprise. « Tu n'as jamais dit ça. » Maggie fit un signe de tête sec, les yeux brillants. « Je pensais que j'allais te perdre. Pas à la mort, mais au doute. Je pensais que tu retournerais dans cette maison et que tu te laisserais derrière toi, encore une fois. » Sa voix se brisa légèrement. « Je suis restée dans ma cuisine, tenant mon téléphone, attendant d'entendre que quelque chose de terrible était arrivé, et je me suis sentie inutile, complètement impuissante. » Sylvia lui prit la main, le cœur plein. « Tu n'as jamais été inutile, Maggie. Tu as été ma boussole, même quand je ne savais pas quelle direction prendre. » Maggie laissa échapper un rire tremblant. « Tu avais l'air si forte, mais je te voyais rétrécir, Syl. » Et maintenant, elle fit un geste vers le studio en dessous, vers Sylvia elle-même, « Maintenant je te vois reprendre ta place. Tu ne te contentes pas de vivre, tu t'épanouis. » Sylvia ne parla pas pendant un moment. Elle laissa les mots s'installer dans sa poitrine. Puis elle murmura, « Je ne savais pas à quel point j'avais enfoui de choses jusqu'à ce que je recommence à respirer. » Maggie s'essuya la joue et sourit. Alors, à la respiration, et aux femmes qui refusent de rester brisées. Et sous ce ciel crépusculaire, elles s'assirent ensemble, 2 survivantes, 2 sœurs d'esprit, trinquant à nouveau, non pas en deuil, mais en célébration. Marcus se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, les doigts joints sous son menton, en examinant la dernière lettre du service juridique de l'hôpital. Sylvia était assise en face de lui, vêtue d'un chemisier bleu marine impeccable et d'un pantalon de tailleur. Ses cheveux étaient ramenés en un chignon bas. Elle avait l'air calme, mais ses doigts traçaient distraitement le bord de sa tasse de thé. « Alors » demanda-t-elle. Marcus expira et posa les papiers sur la table entre eux. « C'est officiel. La famille de Clifford a refusé de poursuivre toute action en justice. Compte tenu de son état de santé, ils ont accepté l'incident comme une crise de santé, plutôt qu'un événement criminel. » Sylvia cligna des yeux, ne sachant si ce qu'elle ressentait était du soulagement ou de l'ironie. « Alors il s'en sort ? » « Physiquement, oui, dit Marcus. Mais légalement, il ne fera face à aucune accusation. Aucune preuve toxicologique liant de manière concluante l'incident à une intention, et avec sa déficience de mémoire. » Il haussa les épaules. « Il n'y a pas de poursuite à engager. » Sylvia hocha lentement la tête. « Je m'y attendais. Honnêtement, je n'ai pas besoin qu'il soit puni. J'avais juste besoin qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur moi. » Marcus l'observa attentivement. « Vous avez parcouru un long chemin. Vous le savez ? » Elle sourit faiblement. « Je n'avais pas réalisé à quel point son ombre était lourde jusqu'à ce que j'entre dans ma propre lumière. » Marcus lui tendit le dossier final. « Votre nom a été entièrement dissocié de tout lien financier ou commercial persistant avec lui. Vous êtes libre. »
Sylvia ferma le dossier et le plaça dans son sac. Merci pour tout. Marcus hésita, puis demanda doucement, avez-vous pensé à parler publiquement? Pas de lui, juste de votre parcours? Sylvia croisa son regard. Peut-être un jour. Pour l'instant, je veux juste la paix. Marcus se pencha en avant. Vous l'avez mérité, et plus encore. Alors qu'elle se levait pour partir, il ajouta, certaines histoires n'ont pas besoin de tribunaux. Elles ont besoin de guérison. Sylvia s'arrêta à la porte, sa main reposant sur le cadre. Il a essayé de m'effacer avec le silence. Mais maintenant, le silence que je porte est le mien, et il ne me fait plus peur. Elle entra dans le couloir, ses talons cliquant sur le carrelage comme des signes de ponctuation à un chapitre qu'elle avait enfin clos. C'était un dimanche matin tranquille lorsque Sylvia s'assit à son bureau, la lumière du soleil se déversant sur une feuille de papier vierge comme une douce invitation. Elle avait évité cela pendant des semaines, mais quelque chose en elle l'appelait maintenant, une lettre à son ancien moi. Non pour le blâme, ni pour la pitié, mais pour la compréhension. Elle prit son stylo et écrivit, « Chère Sylvia », laissant l'encre couler librement. Tu étais si désireuse d'aimer que tu as oublié de protéger ta voix. Tu croyais que le compromis signifiait le silence, que se recroqueviller signifiait la sécurité. Tu ne savais pas que l'amour ne devrait jamais exiger que tu disparaisses. Elle s'arrêta, retenant son émotion, puis continua. Tu as confondu la survie avec la paix. Mais même lorsque tu pleurais dans des salles de bain fermées à clé et que tu marchais sur des œufs, tu te battais toujours silencieusement. Tu es sorti, tu as trouvé de l'air, tu ne t'es pas brisé. Tu as plié, mais tu t'es relevé. Et maintenant, tu deviens tout ce qu'on t'a dit que tu étais trop haut pour être. Sylvia posa le stylo et relut la lettre. Il y avait de la douleur dans ces lignes, mais aussi du pouvoir. Elle la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et sortit dans la petite cour derrière son appartement. Là, elle alluma une seule allumette et regarda les bords se recroqueviller alors que la lettre brûlait. La fumée s'éleva doucement, disparaissant dans le ciel du matin. Ce n'était pas un rituel de vengeance, c'était une libération finale. Elle n'avait plus besoin de garder cette version d'elle-même. Elle n'avait pas besoin d'archiver son chagrin. Elle avait fini de porter le poids de celle qu'elle devait être pour lui survivre. Plus tard dans la journée, alors qu'elle arrosait ses plantes et réarrangeait les meubles de son studio, elle se sentit plus légère, n'étant plus liée par de vieux reflets ou des chronologies brisées. Cette nuit-là, elle dormit les fenêtres ouvertes, l'air frais contre sa peau. Et dans ses rêves, elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle se tenait debout, grande, pleine de souffle, pleine de voix, et enfin, pleinement elle-même. Une douce mélodie flottait des haut-parleurs d'angle alors qu'une poignée d'amis proches de Sylvia se rassemblaient dans son studio. Le sol avait été débarrassé des tables à dessin et des plans pour la soirée. Des lumières jaunes chaudes pendaient des poutres du plafond, projetant une lueur dorée sur la pièce, maintenant décorée de modestes arrangements de lys et d'eucalyptus. Il n'y avait pas de microphone, pas de traiteurs engagés, pas de discours grandiloquents, juste des rires, de la musique et de la nourriture faite maison soigneusement disposée sur le buffet en bois. Maggie apporta sa fameuse soupe pimentée. Rosa prépara un gâteau à la banane dense. Karl, à la surprise générale, arriva avec une glacière remplie de boissons et une bouteille de cidre pétillant. La célébration n'était pas bruyante, mais elle était pleine. Tu as vraiment transformé cet espace en quelque chose de sacré, dit Maggie en tendant une assiette à Sylvia. Sylvia sourit en la prenant, ses yeux balayant le studio avec gratitude. Je pense que c'est lui qui m'a transformé en quelque chose de sacré d'abord. Rosa passa son bras sous le sien. Tu as fait ce que la plupart des femmes ne font que rêver. Tu n'as pas seulement recommencé, tu as bien recommencé. Alors que la nuit s'étirait, les conversations se muaient en rire et en silence facile. La musique ralentit, et les gens commencèrent à s'asseoir, certains sur des coussins de sol, d'autres sur des chaises poussées sur le côté. Sylvia se tenait près des grandes fenêtres, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé au gingembre. Karl s'approcha d'elle et leva son verre. « À toi, dit-il, à la femme qui a reconstruit sur les décombres et n'a pas perdu son âme. » Sylvia eut un petit rire. « Je l'ai presque fait, dit-elle, mais la perdre aurait signifié qu'il avait gagné. » Les invités commencèrent à partager des histoires, non seulement sur Sylvia, mais sur leur propre victoire silencieuse. Une femme parla de la rupture de fiançailles qui avait vidé son esprit. Une autre, une invitée plus âgée nommée Tédé,
raconta comment elle avait quitté un mariage de 30 ans avec seulement un sac et une Bible. Chaque voix ajouta au cœur de la résilience. Sylvia écoutait, émue, mais aussi humble. Il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs. Il s'agissait d'espace pour ressentir, pour respirer, pour s'élever. Vers minuit, alors que les invités commençaient à partir, Maggie s'attarda. Pas de bougie, pas de vœux, taquina-t-elle. Sylvia secoua la tête, ouvrant plutôt les fenêtres. Sa tranquillité est le vœu, et il s'est déjà réalisé. Puis, sans cérémonie, elle éteignit les lumières et se tint dans le noir, non pas perdue, mais entière. Le lendemain matin apporta une quiétude qui n'était pas vide, mais vivante. Sylvia sortit sur son balcon avec un verre d'eau citronnée, la ville encore à moitié endormie sous la lueur rosée de l'aube. Des oiseaux pépièrent depuis un toit voisin, et quelque part au loin, une cloche d'église sonna doucement. Elle regarda l'horizon, non pas comme une toile de fond à sa douleur, mais comme un horizon assez large pour contenir sa guérison. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, celle qui croyait autrefois que sa voix était un handicap, qui avait appris à s'excuser pour son ton, son volume, ses opinions. Cette femme était entrée dans un mariage et s'était lentement effacée, croyant que le silence était de l'amour et l'endurance de la loyauté. Mais cette femme s'était aussi relevée, et c'est cette ascension que Sylvia honorait maintenant. Elle ouvrit son carnet, non pour y consigner sa douleur, mais pour écrire sa vérité en pleine floraison. Certaines personnes essaieront de t'éteindre, non pas parce que tu es trop brillante, mais parce que leur monde n'a pas de place pour la lumière. Elle s'arrêta, laissant les mots reposer. Puis, pour la première fois depuis des années, elle écrivit son nom complet en cursive audacieuse, Sylvia Amaka Okafor. Elle le souligna, non pour l'emphase, mais pour l'affirmation. Elle pensa à Clifford, non avec amertume, mais comme une ombre lointaine qui ne s'attardait plus. Il avait avalé son propre silence, et ce faisant, avait perdu l'accès à une voix qu'il avait tenté de détruire. L'ironie était lourde, mais pas cruelle. C'était simplement juste. Sylvia se leva et rentra à l'intérieur, ouvrant grand les rideaux. La lumière se déversa, sans entrave. Sur le mur au-dessus de sa table à dessin, elle épingla une simple note de sa propre main. Il a essayé d'empoisonner ma voix, mais à la place, il a avalé la vérité. Il n'y aurait pas de vengeance pour elle, pas de mémoire de rage. Son histoire suffisait. Elle en était la preuve. Et chaque souffle qu'elle prenait en liberté était plus fort que le silence qu'il exigeait autrefois. Alors que la ville s'éveillait sous sa fenêtre, Sylvia ne murmura pas, ne se cacha pas. Elle se tint dans la lumière et se permit d'exister, pleinement, sans peur, enfin. Voici le verset biblique de l'histoire. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Application à l'histoire, la voix de Sylvia a été ciblée, sa force manipulée, et son esprit presque brisé. Pourtant, à la fin, l'arme même conçue pour la faire taire s'est retournée contre son accusateur. Sans vengeance, elle a triomphé. Sans amertume, elle a guéri. Le verset parle directement de son parcours, la protection divine sur son identité et sa dignité, et la justification finale qui ne vient pas par la force, mais par la vérité et l'endurance. Morale de l'histoire, vous n'avez pas été créé pour vous recroqueviller en présence de la cruauté. Quand quelqu'un craint votre voix, ce n'est pas votre silence qu'il mérite. C'est votre distance. L'amour ne devrait pas se faire au détriment de l'identité. Le respect n'exige pas le silence. L'abus émotionnel se cache souvent sous le charme, la nostalgie et la culpabilité manipulée, mais la guérison commence au moment où vous choisissez d'écouter votre voix intérieure plutôt que le contrôle extérieur. L'histoire de Sylvia n'est pas seulement une histoire d'évasion. C'est une histoire de résurrection. Sa force ne s'est pas trouvée en criant ou en ripostant, mais en s'éloignant, en se tenant droite et en choisissant de reconstruire. La vengeance la plus puissante est la paix, et la victoire la plus éclatante se trouve dans une restauration silencieuse. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.